Vous écoutez Bookonomicon, le podcast de vos prochaines lectures. Bonjour et bienvenue, je suis Amandine, libraire spécialisée en sciences humaines et en développement personnel. Dans ce podcast, je vais vous parler de mes passions, le livre bien évidemment, mais surtout les livres de psychologie, pop culture, philosophie, les livres sur le féminisme, sur l'écologie et aussi sur les chats. Venez, je vous emmène. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. Je vous emmène au pays des libraires. Autrement dit, je vais vous expliquer un peu le monde du livre, à quoi ressemble une journée type, etc. Je ne sais franchement pas s'il y aura d'autres épisodes VDL, ça dépendra du succès de celui-ci et de vos questions éventuelles en la matière. Nous allons directement commencer par le plus fun, à savoir... À quoi ressemble une journée en librairie ? À quoi ça ressemble, une journée en librairie ? Alors déjà pour moi, il est important de faire la distinction entre la profession de libraire et de conseiller de vente. Il y a malheureusement des endroits où les employés sont des conseillers de vente, c'est-à-dire qu'ils s'occupent simplement de renseigner les clients et de la mise en rayon des nouveautés et du réassort. À mon sens, on passe à côté de toute la saveur et de la beauté du métier de libraire. Être libraire, c'est un métier. Et on a d'office des affinités, des rayons qu'on préfère à d'autres. Comme vous le savez, je suis pour ma part spécialisée en sciences humaines et en développement personnel. Ne me demandez pas de conseils en littérature, en BD ou en jeunesse, je ne vous servirai à rien. Par contre, je peux conseiller de manière assez pointue dans mon secteur. Mais surtout, je continue d'apprendre tous les jours, parce que nous recevons plusieurs dizaines de nouveautés par semaine, parce que la société change et que mon rayon est, par essence, changeant. Il y a 10 ans, il n'y avait aucun livre ou presque sur le burn-out, sur l'hypersensibilité ou sur la méditation. Maintenant, ce sont des thèmes incontournables. Tout ça pour dire qu'on n'a jamais fait le tour d'un rayon, et qu'il est donc nécessaire, si on veut faire un bon boulot, de devenir expert, au moins dans certains domaines, tout en gardant une attitude humble. Pour moi, les deux activités clés d'un libraire, ce sont les offices et le réassort, donc pour faire court, les achats. L'office, dans le jargon de la librairie, c'est le terme pour désigner les nouveautés. Comme j'en ai brièvement parlé dans le chapitre 6 sur le livre Matin clair, en librairie, nous recevons plusieurs fois par semaine des représentants chargés de nous présenter les nouveautés des éditeurs avec lesquels ils travaillent. Nous avons donc un aperçu des titres qui vont paraître et nous disons aux représentants les quantités que nous voudrions recevoir. Quant au réassort, c'est simplement le fait de décider de recommander, ou non, un livre qui a été vendu le jour même, et si on le recommande, en quelle quantité. Les offices, donc les nouveautés, et le réassort sont donc, à mon sens, deux tâches très importantes qui doivent être effectuées par le libraire responsable du rayon. Ainsi, j'évite de traiter les offices et le réassort des rayons littérature, BD et jeunesse, car je n'y connais rien et je veux faire plein de conneries. Donc, un libraire s'occupe de son rayon de A à Z. Il commande les livres, il conseille et renseigne les clients du mieux qu'il peut, et il fait aussi les retours. Chose assez rare dans le commerce, en librairie, nous avons un droit de retour chez la plupart des fournisseurs. C'est-à-dire que si un livre ne se vend pas ou est abîmé, nous pouvons le retourner et ainsi nous faire rembourser le montant que la librairie a payé. En moyenne, les librairies en France et en Belgique francophone ont un taux de retour de 25%. C'est énorme. Ça signifie qu'un livre sur 4 est retourné au fournisseur. Ça a un coût en temps et en argent, et un tel pourcentage de retour montre clairement une incompétence de la part du gestionnaire. C'est typiquement les grandes surfaces qui ont ce genre de statistiques, car le livre n'est pas le produit principal de leur activité. Un bon libraire, qui gère correctement son stock, a normalement un taux de retour situé entre 10 et 15%. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il faut avoir des retours. Si une librairie n'a aucun retour, ça signifie qu'elle vend tout son stock. Si elle vend tout son stock, ça veut dire qu'elle devrait commander davantage de livres pour avoir une offre plus grande et ainsi augmenter ses ventes. En augmentant son stock, elle aura d'office des retours à faire à un moment ou à un autre. Donc, un bon libraire gère correctement les achats, car il sait quelles sont les autrices, les auteurs connus et les thèmes en vogue auprès de sa clientèle. Il achète donc correctement son stock. Si les achats sont bien gérés, il aura peu de retours. Peu de retours, c'est génial aussi pour l'environnement, car il faut savoir que malheureusement, un bon nombre de livres retournés aux fournisseurs finissent au pilon, autrement dit, ils sont détruits. Si le livre que l'on retourne au fournisseur est un peu abîmé, il sera détruit. Le fournisseur ne sait plus rien en faire, il ne va quand même pas le livrer à un autre libraire qui commande le même titre. Donc il est détruit. Commander correctement les titres, dans des quantités réalistes par rapport aux ventes que l'on aura, c'est aussi se soucier de l'environnement. Car si un livre est trimballé dans tous les sens entre livraison chez tel libraire et retour au fournisseur, il y a de fortes chances qu'il finisse par s'abîmer, et donc qu'il soit détruit.
Malheureusement, il est souvent plus rentable pour le fournisseur de détruire le livre, purement et simplement, que d'en faire don à des associations ou d'essayer de trouver une alternative plus écologique. Donc, pour résumer, un libraire s'occupe des clients, bien évidemment, mais il s'occupe aussi des offices, donc les nouveautés, du réassort, donc recommander les livres vendus, et des livres à retourner chez le fournisseur. Le prix du livre et la tabelle. Ça a l'air simple, mais accrochez-vous, car ça ne l'est pas tant que ça. Tout commence en 1981 en France. La loi Lang instaure le prix unique du livre. Ça signifie que le prix de vente est fixé par l'éditeur et non par le libraire. Autrement dit, que vous alliez dans la petite librairie du coin, dans un supermarché ou que vous achetiez le livre sur internet, cela n'a pas d'importance. Le même livre aura le même prix partout, à condition qu'il soit neuf, bien évidemment. C'est donc simple. Pour la France. En effet, pour la France, on s'arrête là. Tout ce qui suit concerne uniquement la Belgique, et juste avec cette histoire de prix du livre, vous allez pouvoir apprécier le surréalisme à la belge. Je rappelle que la plupart des livres du circuit franco-belge sont français, et donc importés de France. Je rappelle également qu'en 1981, année où la loi Lang est passée, l'euro n'existait pas encore. Les Français utilisaient le franc français, et les Belges utilisaient le franc belge. C'est simple, me direz-vous. Il suffit de transformer le prix français fixé par l'éditeur en franc belge. Oui, mais le cours des devises change chaque jour. Prenons un exemple. Imaginons que votre livre préféré coûte 25 francs français. Ce prix reste le même, partout en France. Mais selon le cours, hier, il coûtait 150 francs belges, aujourd'hui il coûte 140 francs belges, et demain il coûtera peut-être 160 francs belges. De quoi devenir fou? Pour éviter ces calculs incessants, il a donc été décidé de recourir à la tabelle, c'est-à-dire de fixer le prix du livre en Belgique plus cher qu'en France. Donc, si je reprends mon livre qui coûte 25 francs français en France, que son prix belge varie entre 140 et 160 francs belges, eh bien on va le vendre toute l'année à 160 francs belges. Cela permet donc de compenser les fluctuations des devises. Le monde du livre a fonctionné ainsi pendant plusieurs années. Et puis est arrivé l'euro. Cette fois, plus d'excuses. Avec l'euro, le prix sera le même en France et en Belgique, vu qu'il n'y a plus de problème de conversion de devises. Oui, mais non. Car pour certains titres, les librairies belges travaillent en direct avec le fournisseur français, mais pour d'autres, nous travaillons avec un fournisseur belge, qui lui-même est fourni par un fournisseur français. Pour faire court, les livres qui nous viennent directement de France ne sont pas soumis à la tabelle, donc c'est le même prix en France et en Belgique, car nous les achetons directement auprès du fournisseur français. Mais pour certains éditeurs, il y a un fournisseur belge qui fait le lien entre la librairie et le fournisseur français. Cela fait donc un intermédiaire en plus, et qui dit intermédiaire en plus, dit coût plus élevé. Lors du passage à l'euro, il y avait, à ma connaissance, au moins 3 fournisseurs belges qui vivaient grâce à la tabelle. Leurs bénéfices venaient de là, de la différence de prix entre la France et la Belgique. Et pour que vous ayez une idée, à eux seuls, ces fournisseurs représentaient environ 60% des livres en librairie. Donc ce n'est pas rien. Mais lors du passage à l'euro, tout cela a été réglementé. Il a été décidé, déjà à l'époque, que la tabelle disparaîtrait en 2021. D'ici 2021, les fournisseurs belges devaient revoir leur modèle économique pour vivre sans cette tabelle. Il a aussi été décidé que la tabelle serait un pourcentage du prix du livre français et que ce pourcentage diminuerait progressivement, le prix belge du livre se rapprochant ainsi de plus en plus du prix français. Les années passent, la tabelle diminue, 2021 arrive, hurrah, plus de tabelle! Oui, mais non. Pour 2 raisons. D'une part, la tabelle ne disparaît que pour les titres publiés à partir de 2021. Autrement dit, si vous prenez un classique du genre Acide sulfurique d'Amélie Nothomb, publié en 2007, au format poche. Le livre coûte 6,20€ en France et 7,10€ en Belgique. Le livre, ayant été publié avant 2021, garde sa tabelle. Par contre, si ce livre est réédité, il aura une date de parution postérieure à 2021, et là on aura le même prix qu'en France. Donc, progressivement, les livres édités à partir du 1er janvier 2021 vont peu à peu remplacer les livres plus anciens, et la tabelle disparaîtra progressivement. Oui. Mais non. Car il reste malgré tout un fournisseur belge qui chipote un peu. Non plus sur la tabelle, vu qu'elle a disparu, mais sur la TVA. En France, la TVA sur le livre est de 5,5%. Or, en Belgique, elle est de 6%. Il y a donc une différence de 0,5%, différence que le fournisseur a décidé d'appliquer au prix du livre. Prenons le dernier livre d'Amélie Nothomb,
intitulé Premier sang. Ce livre est sorti en grand format en août 2021. La tabelle a donc disparu. Mais l'éditeur Albin Michel, comme environ 25% des livres en librairie, est fourni par le fournisseur belge en question. Il y a donc une différence de prix entre la France et la Belgique. En France, le livre coûte 17,90 €, contre 18 € en Belgique. Cela fait 10 centimes de différence. Certains trouvent que c'est normal de reporter cette différence de TVA, d'autres que c'est inadmissible. Je ne suis pas là pour prendre parti, mais juste pour expliquer ce qu'il en est. Bon, bien évidemment, en tant que libraire, je suis du côté des consommateurs. J'aimerais que le prix soit le même en France et en Belgique. Mais je veux aussi soutenir le monde éditorial en Belgique. La disparition de la tabelle menace la survie même de certains fournisseurs belges. Derrière ces fournisseurs, il y a des femmes, des hommes, des parents qui font leur travail, qui aiment le livre et qui payent leurs factures, notamment grâce à la tabelle. Certains fournisseurs belges n'ont jamais eu recours à la tabelle et ils ont tenu le coup malgré tout. Quel est leur secret? Je n'en sais rien. Ce n'est pas du tout mon expertise. Mais je veux juste rappeler que tout cela est complexe et que bien que je préférais qu'il n'y ait plus de tabelle, je peux comprendre quelle est son utilité pour d'autres personnes. En bref, pour résumer vite fait, la tabelle, c'est la différence de prix entre la France et la Belgique. Entre 2000 et 2020, cette tabelle était appliquée à environ 60% des livres et a progressivement diminué jusqu'à disparaître à partir du 1er janvier 2021. La tabelle a disparu, mais uniquement pour les livres publiés à partir de 2021. Elle reste appliquée pour les livres plus anciens. Et enfin, sur environ un quart des livres publiés à partir de 2021 en librairie, il peut y avoir encore une toute petite différence entre le prix belge et le prix français, non plus à cause de la tabelle, mais à cause de la différence de TVA. C'est donc généralement une différence de l'ordre de 5 à 10 centimes par livre. La vie d'un livre. S'il y a une phrase que vous devez retenir, c'est la suivante. Un livre, ça vit et ça meurt. Un livre a une durée de vie. Comment ça se passe? Eh bien, il y a d'abord une autrice, un auteur, qui, accompagné par une maison d'édition, va écrire un livre. La maison d'édition va le publier, c'est-à-dire le faire imprimer, décider d'une date de parution, va en faire la publicité, etc. L'éditeur va devoir programmer un tirage, c'est-à-dire qu'il doit estimer le nombre de ventes qu'il aura sur les mois après la sortie du livre. Par exemple, un livre sur le fonctionnement des ASBL en Belgique aura un petit tirage, disons 500 exemplaires, car c'est un sujet très spécifique avec un public cible restreint. Par contre, le dernier Astérix a eu droit à un premier tirage de 5 millions d'exemplaires en 17 langues, dont 2 millions rien que pour la langue française. Mais bon, on n'a pas tous les jours un nouvel Astérix, c'est clairement un cas à part. En moyenne, le tirage d'un livre tourne autour de 5000 exemplaires. Imaginons un livre de développement personnel. L'autrice, l'auteur n'est pas connu, c'est son premier livre, mais l'éditeur y croit. Le développement personnel est en augmentation ces dernières années, ça vaut la peine d'investir de l'argent. L'éditeur va donc faire un tirage de 5000 exemplaires, c'est-à-dire qu'il va dépenser plusieurs milliers d'euros pour imprimer et distribuer ce livre. Imaginons ici 2 cas de figure. Premier cas de figure, le livre fait un carton. Il y a eu de la presse importante qui a suscité l'engouement du public, tout le monde vient l'acheter en librairie. Très rapidement, le livre tombe en rupture, le premier tirage de 5000 exemplaires a été entièrement vendu. L'éditeur relance un tirage, mais cela prend du temps. Généralement, il faut 1 mois avant qu'il ne soit à nouveau disponible. Le second tirage arrive, les points de vente sont réapprovisionnés, les ventes vont bon train. L'éditeur est content, il a récupéré l'argent de son investissement. On peut supposer que le livre aura une longue durée de vie, en tout cas, il est bien parti pour. Cet argent récolté, grâce au succès du livre, permettra à l'éditeur de publier d'autres livres. Deuxième cas de figure, le livre fait un flop total. En 1 an, sur les 5000 exemplaires imprimés, l'éditeur en a peut-être vendu 500. Les livres sont stockés soit dans ses locaux, soit chez le fournisseur. Dans tous les cas, ces livres prennent de la place. Il lui faudra peut-être des années avant de tous les liquider, et donc de récupérer son argent. Une fois que le tirage est enfin écoulé, il y a de fortes chances pour que le livre passe en arrêt de commercialisation, c'est-à-dire qu'il meurt. On ne pourra plus jamais se le procurer neuf, ça n'a pas été rentable pour l'éditeur, donc il préfère arrêter les frais. Le livre aura, dans ce cas-ci, une durée de vie plutôt courte. Certains livres ont, de base, une durée de vie plus courte que d'autres. Les livres sur l'actualité, en moyenne, vivent moins longtemps que les livres de philosophie, par exemple. Les grands formats ont une durée de vie plus courte que les poches. Un livre expliquant les bases du tricot aura une vie en moyenne plus longue qu'un livre expliquant le marketing sur Instagram, pour la simple et bonne raison que le tricot connaît moins de grands bouleversements que le fonctionnement des réseaux sociaux. Et enfin, certains livres comme le Code civil
ont une durée de vie d'1 an, car chaque année, une nouvelle édition paraît pour remplacer la précédente. Grand format et format poche. Y a-t-il une différence entre le grand format et le format poche? C'est une question que j'entends très souvent en librairie. La réponse est, la plupart du temps, non. Un grand format est, bien évidemment, plus grand qu'un poche, et donc également plus cher, avec un prix qui tourne généralement autour de 20 €, alors qu'un poche a souvent un prix en dessous de 10 €. Pour les personnes qui ont des difficultés à lire, le grand format peut être préférable, car l'écriture est généralement un peu plus grande et plus aérée que pour un poche. Mais sinon, le texte est strictement le même dans la grande majorité des cas. Parfois, le grand format contenait des illustrations, des pages en couleur. Il se peut que le format poche le supprime. Comment ça se passe? L'énorme majorité des livres paraît d'abord en grand format, avant, éventuellement, de paraître en poche. Il faut comprendre qu'un éditeur a une marge d'environ 20% par livre. Donc, pour un grand format à 20 €, ça revient à 4 € de bénéfice. C'est rien. Et c'est encore pire pour le poche. Sur un livre à 7,50 €, il touche environ 1,50 €. Vous pouvez déjà vendre quelques livres avant de pouvoir payer vos factures. Donc, le grand format est clairement plus rentable pour un éditeur. Il y a 2 cas de figure. Soit, cas le moins fréquent, l'éditeur publie une nouveauté d'une autrice, d'un auteur super connu, comme par exemple Amélie Nothomb, Virginie Grimaldi, Guillaume Musso. Le livre sera probablement un best-seller, il va pouvoir renflouer la trésorerie. Il faut bien comprendre qu'un seul bon livre peut financer à lui tout seul des dizaines d'autres livres, et ainsi participer à la diversité littéraire, donner une chance à des autrices, des auteurs peu connus. Deuxième cas de figure, beaucoup plus fréquent, l'autrice, l'auteur n'est pas connu, il écrit sur un thème pas spécialement populaire en librairie. En bref, le livre peut faire un flop et l'éditeur peut perdre de l'argent. Publier le livre en grand format lui permettra de quand même récupérer plus facilement de l'argent sur les ventes qu'il y aura. La règle veut qu'un livre qui s'est bien vendu en grand format paraîtra normalement en poche. Mais au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, en librairie, il y a plus d'exceptions que de règles. L'idée de base est qu'effectivement, un livre qui s'est bien vendu sera édité en poche. Le publier au format poche donnera un coup de boost aux ventes et le rendra plus accessible financièrement parlant. L'éditeur y gagnera moins à court terme, mais le livre sera moins cher à produire et sa durée de vie sera probablement rallongée, c'est donc un gain sur le long terme. Vous pouvez donc partir du principe que dès qu'il y a un poche qui existe, le livre a probablement connu un certain succès. Bien évidemment, il est difficile de définir ce que c'est un certain succès. À l'inverse, il y a de nombreux best-sellers qui sont et resteront toujours en grand format. Cela peut être un refus de l'autrice, de l'auteur ou de l'éditeur, il peut y avoir 1001 raisons à cela. Quand un grand format vient de paraître, il y a également beaucoup de clients qui me demandent quand paraîtra le poche. Pour les grandes autrices, grands auteurs en littérature, il y aura d'office un poche, la question ne se pose pas. Mais le poche ne peut pas paraître la même année civile que le grand format. Donc, si un grand format paraît en janvier, il faudra de toute façon attendre au minimum l'année suivante pour le poche. Par contre, si le grand format paraît en octobre, il se peut que le poche paraisse quant à lui en mars de l'année suivante. Parfois, un poche finit par paraître plusieurs années après la parution du grand format. À nouveau, il y a plus d'exceptions que de règles. Dernière chose, le format poche ne se retrouve pas partout en librairie. Du côté de la littérature, bien sûr, il y a toujours une pochothèque quelque part. Mais cela n'a souvent pas de sens d'avoir un livre poche au rayon cuisine, au rayon beaux-arts, pour les livres de médecine ou de psychothérapie. Il n'y a pas de poche au rayon BD, manga et comics non plus. Pour ma part, en sciences humaines et en développement personnel, je travaille avec beaucoup plus de grands formats que de formats poche. Ainsi se termine ce premier VDL. Je précise qu'il y a 1001 subtilités que je n'ai pas abordées ici, tout simplement car mon but n'est pas de vous former au métier de libraire, mais simplement de vous donner un aperçu du fonctionnement du livre. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, vous pouvez me contacter et me suivre sur Facebook, Instagram et sur YouTube. C'était Amandine pour le Bookonomicon. À dans 2 semaines!